c'est nous. Et voilà, on est de retour une fois de plus. On vous l'avait promis à Turin, on vous l'avait promis à Sochaux. Aujourd'hui, on est chez Citroën Héritage avec les deux Lascar, Tom et Ben de News d'Ancienne. Bah, du coup, on peut présenter les garçons puisqu'on les voit. Et derrière les cams, Greg, Antoine qui est au son et tous les copains qui nous ont rejoints. On a la chance aujourd'hui d'être accueillis par Citroën Héritage, par Denis Ville, qui est le conservateur, et puis big up à Xavier Crespin, grâce à qui on est là en partie. On est ensemble pour 1 heure environ. On va rentrer dans un lieu qui est absolument génial. Ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'y aller, il faut y aller. On va voir plein de voitures fabuleuses. Du coup, n'oubliez pas de vous abonner à Mechanicus, à News d'Ancienne, oui, évidemment, et à Thomas himself. Et puis, toutes les voitures qu'on va voir, malheureusement, on ne pourra pas passer des heures dessus. Donc, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur mechanicus.com, sur l'encyclopédie qui s'appelle L'Autopédia. Exactement. On y va? Il a suivi. Ouais. On est là. Bah, je bosse un peu de temps en temps. Ce soir, on a la chance et l'immense honneur d'être accueillis par Denis, qui nous a donné l'opportunité de tourner dans ce cadre extraordinaire qui est le musée Citroën Héritage. Donc bonsoir Denis. Bonsoir et bienvenue. Merci. Merci. Denis, est-ce que vous pourriez commencer par un rapide point historique sur Citroën, André, la marque, et puis le musée, avant qu'on s'attaque à cette belle visite? Avec plaisir. Et tout d'abord, un grand merci d'être venu. Et je pense que toutes les voitures vous disent merci parce que ce soir, elles ne sont pas toutes seules. Elles ont bien la chance. Alors la marque a fêté ses 100 ans, la marque Citroën a fêté ses 100 ans l'année dernière. Et la marque Citroën, c'est tout d'abord un homme, André Citroën, né en 1878, polytechnicien à 22 ans en 1900. Quelle chance. Oui, belle performance. La même année qu'un certain Louis Renault d'ailleurs. Ouais. D'accord. Et donc en 1900, il s'en va faire un voyage en Pologne parce qu'il a une partie de sa famille là-bas, du côté de sa mère, et il découvre ces fameux engrenages en forme de chevron qui le passionnent, qui le questionnent, et du coup il se dit il y a quelque chose à faire, et donc il achète. Il fait un deal, il achète, une licence pour les exploiter. Il revient en France et avec ses amis, notamment Monsieur Instinct, il crée une petite compagnie sur les engrenages Citroën, Instinct et compagnie, et qui petit à petit va prendre de l'essor, se faire connaître et va permettre à André Citroën d'avoir des relations dans le monde industriel français. Mais donc la naissance de l'aventure Citroën n'est pas sur les voitures à proprement parler, c'est sur des un outil mécanique, voilà, les engrenages. Qui servent dans les véhicules, bien sûr, mais aussi dans des machines-outils, dans des bateaux, etc. Et d'ailleurs, comme il va se faire connaître, parce qu'il y a une certaine réussite au niveau industriel français, il est appelé en 1908 par Morse, qui est une des nombreuses marques automobiles du moment, pour la redresser, ce qu'il arrive à faire. Donc, il prend de l'expérience au niveau automobile. Et puis arrive la Première Guerre mondiale, il est mobilisé, un de ses frères malheureusement décède, ça le marque beaucoup, et là il s'aperçoit que l'armée française en fait est mal embarquée. Mal équipée, notamment en termes de munitions, c'est vraiment au compte-gouttes. Et il va proposer, pas si facilement que ça, mais il propose un plan au ministère des Armées de créer, une fabrique d'objets en grande série. Et là, il achète les terrains à Châtel, dans le 15e arrondissement, il crée son usine en quelques mois. Et il va il va produire des millions d'obus avec une armée d'employés Citroën. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes, on appelait les munitionnaires, parce que les hommes étaient au front. Et c'est avec une certaine réussite. Alors, ce n'était pas le seul producteur d'obus, mais en tout cas, il montre que sa méthode est la bonne, parce qu'il produit beaucoup d'obus. Mais André Citroën, il pense déjà à demain, voire après-demain. Il se dit la guerre va bien finir un jour, heureusement. Et l'automobile l'a beaucoup séduit. Et donc, du coup, il va penser à venir sur le marché automobile, mais différemment des autres. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il pense avec un certain nombre d'ingénieurs comment y arriver. Et donc, il va présenter, dès 1918, il dit en 1919, je présenterai une voiture qui va être la fameuse Tipa. D'accord. Celle-ci. Qui est une voiture prête à l'emploi, c'est-à-dire
carrossée, démarreur électrique, phare électrique, roue de secours. Première voiture produite en grande série en Europe à un prix tout à fait compétitif. D'accord. Voilà, là on a une version torpedo. Ouais. C'est l'entrée de gamme. Alors il y avait une version fermée, mais je dirais qu'il n'y a qu'une une gamme, il n'y a qu'une voiture, ouais, d'accord. Avec différentes carrosseries, torpedo ou bien carrosserie fermée, okay. Et même voiture de livraison, parce que dès le départ il y avait une voiture de livraison sur okay. Ok, mais Denis, merci beaucoup pour cette belle intro et on se retrouve un tout petit peu plus tard. Avec plaisir. Super, merci. Tom, je crois que celle-là t'aimes bien ça. Ah ça j'adore. Le côté, l'arrière fuyant, le côté bateau. Bah, ça s'appelle un skiff. Bah, tu me l'as déjà dit tout à l'heure, mais j'aime pas le mot, donc je te laisse le dire toi. Ça s'appelle un skiff, c'est une création de Labourdette. Là pour info, on est sur une Citroën B2 Caddy, on est au début des années 1920 et effectivement on a une carrosserie qui ressemble énormément à celle d'un bateau. Labourdette aux commandes, mémoire. Non. C'est une carrosserie usine. Oui. Mais c'est une licence Labourdette. Ah, une licence Labourdette. En fait, c'est Labourdette qui a imaginé l'arrière comme ça en 1911. Et après, les autres libres aux autres carrossiers de le faire. Et pour une fois, c'est pas vraiment un carrossier comme Chaperon ou compagnie, c'est l'usine qui le propose. Et tout à l'heure, Denis nous disait que c'était la GDI de l'époque. Tiens, Tom, à ton avis, quelle vitesse de pointe celle-là? 60. À 80. 80. Quand 80, même. Tom. Comme une 103 là... SP. Comme un 103 SP, oui. C'est quoi ça, Ben? Ça, t'as reconnu quand même, c'est la traction. Oui, mais bon, faut que je te demande ce que c'est. Alors, moi je pense qu'on peut demander à Ben ce que c'est, mais on peut aussi demander à un des gars qui connaît très très bien la marque de venir nous rejoindre. Ouais. J'ai nommé Fantomas. Bonsoir messieurs. Ah, il a changé Salut Fantomas. Martial. Salut Martial, ça va? Donc on l'a reconnu, la traction. Ouais. Donc Alors, on te présente quand même 2 secondes. Oui, bien sûr. Martial est un énorme fan et un grand connaisseur de Citroën. Il a un compte Instagram super qui s'appelle Autocitroën. Ouais, tout à que fait. Vous avez le droit de suivre. Et qu'il faut aller suivre parce Vous avez le droit. qu'il n'a pas fait une Qu'il faut étude de marché pour choisir la marque qu'il aimait. Non, c'est la passion avant tout. Voilà. Donc faut aller suivre Martial. Bon alors Martial. Donc là on a une traction, une 7A34, c'est la toute première traction. Les toutes premières tractions, donc typique avec le toit en Moleskine, c'est-à-dire qu'on est quand même sur une carrosserie tout acier, monocoque, et sur le haut on a un toit en Moleskine, parce qu'à l'époque il faut savoir qu'on n'avait pas les presses. Qu'est-ce que c'est que la Moleskine? La Moleskine c'est une sorte de simili-cuir avec en dessous une sorte de grillage comme pour les poules. Et un peu de bois. Et un peu de bois. Voilà. C'est pour rigidifier l'ensemble, on n'avait pas les presses nécessaires Tu vas passer au travers. pour faire tout un ensemble, un toit tôlé. Ok, d'accord. Donc ce toit particulier très reconnaissable. C'est la première, mais c'est pas parce que c'est une 7 que c'est la première. Parce que la gamme, c'est la 7 et 11. On est d'accord. Oh oui, mais ça commençait vraiment par les 7, toute première. Ça, c'est la 7A. C'est comme ça qu'elle est lancée en 34 à Paris, la 7A. Avec le bicolore noir et bleu. Et du coup, là, on a une vraie différence de forme avec la Rosalie. Tout à fait. Donc là, on a vraiment une caisse carrée. Et là, on voit quelque chose de plus fluide, de plus dynamique et lancé. T'as quoi? T'as 15 cm en hauteur? Oui, là, on a une vraie caisse carrée. Là, c'est radicalement différent. Pour l'époque, c'est presque le choc de voir une voiture avec cette ligne. Moi, je l'aime bien avec ces deux couleurs. Signé Bertoni. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que là, c'est typique des premières tractions. Donc, déjà, on a la malle qui ne s'ouvre pas de l'extérieur. On appelle ça les malles borgnes, avec une petite plaque d'immatriculation sur tout le long. Et après, on connaît tous les tractions typiques avec la plaque sur le côté. Et du coup, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de coffre? Ouais, voilà. Alors le coffre, si, c'est la particularité, c'est qu'on peut ouvrir la porte et on soulève les banquettes. Et donc là, la voiture est fermée. Pas de bol. Fallait que j'essaye. Mais du coup, on lève la banquette et on accède au coffre par l'intérieur. Ok, d'accord. Et après, on accédera par l'extérieur avec les malles plates, puis les malles bombées avec un volume plus important encore. Donc c'est pas de la déco, on a vraiment une roue de secours là-dessous. Et oui, il y a vraiment la roue de secours. Mais ça fait quand même tout plat par rapport aux tractions. Mais c'est joli. Ah bah oui, c'est même le phare. Je trouve ça super. J'adore le découpé en fait ici qui te laisse penser qu'on pourrait en faire une décapotable. Et du coup, les tractions. Ah bah tiens, il y en a là-bas. Et du coup, les tractions. Le roi de la transition. Voilà. Eh mais Thomas, tu fais quoi là? Je suis en train de mettre FFI sur la portière. Mais non les gars, mais non, c'est super anachronique là, c'est une 15.6H, c'est après-guerre. Eh non. Les FFI, ils avaient des tractions. Ouais, non, mais non. pas celle-là. Pourquoi elle est de quelle année? Celle-ci, elle est bien après-guerre. 54. Oui, elle est de 54, c'est une 15.6H. Alors, 15-6, le 6 et le H. Alors déjà 15.
Déjà 15, on commence 15. 15, le nombre de chevaux fiscaux. 15, le nombre de chevaux fiscaux. Ouais. 6. 6 pour le 6 cylindres. Ouais. Le Et le H H pour l'hydraulique. hydraulique. Voilà. Donc ça, c'est la précurseur de la DS en quelque sorte. On a les Donc, suspensions. en fait, les Précurseur ou suspensions laboratoire? Oui. Donc les suspensions hydrauliques ne sont pas sur la DS à l'origine, c'est pas l'innovation de la DS, c'est l'innovation de la 15.6. C'est l'innovation de la DS, mais elle est quand même étudiée. Sur la 15.6. Comme Ouais. le disait Ben, c'est le laboratoire. C'est D'accord. vraiment la traction qui. C'est les balbutiements de la suspension. On verra plus tard, mais de toute façon, Citroën aime bien les laboratoires roulants. Ouais, mais d'habitude, il les pilonne, je crois. Ça arrive, ça arrive. Et puis on note la plaque d'immatriculation, c'est très passion plaque. 5873 LZ 92. C'est la plaque d'origine quoi, de la voiture. D'accord. C'est logique. Et donc celle-ci, assez curieusement, c'est une plaque anglaise. Ouais, mais attends. Il y a aussi le volant à droite. Et il y a le volant à droite. Et Conduite à attends, droite. C'est l'intérieur, toi qui connais bien les Citroën, c'est l'intérieur cuir ou c'est simili? Alors intérieur cuir et tableau de bord, Et tableau de- façon- enfin mais c'est même pas façon comme les facettes Vega, là c'est du vrai bois Ouais. à l'époque. C'est pas de la Et donc tôle là, peinte. on a des feux C'est des Lucas, optiques on voit. Lucas, Voilà. et puis il y a plein de petits détails, notamment les clignotants sur les ailes. Et c'est des détails qui signifient qu'elle a été produite. Aslog en Angleterre. Voilà. D'accord. Donc il y a plein de petits détails et on pourrait la comparer peut-être à une Elvis ou à une voiture un peu de cette gamme de l'époque. En traction. Et là il y a un coffre. Ah yes. Ah oui, ça s'ouvre. Bon, du coup, Martial, là, on est sur les 3 TPV qu'on a sortis de Grange en 94. Exactement, donc la sortie de Grange du siècle presque. Retrouver ça, c'est quand même assez extraordinaire, Ouais. puisque c'est ce qui va donner naissance à la Type A et qui sera la 2 chevaux finalement. La 2 chevaux Tout le Type monde A. Que de La deux secondes, chevaux, parce Tipa. que avant de parler de ce à quoi ça a donné naissance, il faudrait peut-être dire pourquoi elles ont été cachées et quand elles ont été cachées. Ouais. Donc il faut dire qu'en 39, en fait, les prototypes de la 2 chevaux sont déjà préparés, sont produits, et il y a déclaration de guerre. Donc hop, on cache les prototypes à la Ferté-Vidame, au centre d'essai Ouais. Citroën, pour pas se faire voler le projet, pour pas que les Allemands voient ça. Et on les redécouvre dans les années 50, où celle-ci sera utilisée sur place. D'où le deuxième phare avant qui, au départ, ne devait pas exister. Exactement, on n'en a qu'un seul à l'origine. Est-ce que tu remarques pas quelque chose de bizarre par rapport à une autre Dodge? Il y a un vrai moteur. Non, mais Un au-dessus. peu plus haut. Au-dessus, Vas-y. bah il y a un radiateur. Ouais. AO. Ah, c'est vrai. Donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas de radiateur sur une 2 chevaux normalement. Et non, c'est un refroidissement à air. Ok. Donc là, ouais, c'est assez particulier. Là, voilà. Alors que là, mais on est déjà sur le bicylindre. De très petite cylindrée, je sais même pas combien ça fait, mais Ça très fait petit édition cylindre. spéciale. Bon, du coup, on passe sur les Dodge. ouais, on va aller voir On va aller voir le vrai vrais- projet de la vraie Type A qui sort au début, juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ouais, Donc là, c'est la 2 chevaux A qui La- sort en 48. Là, on a la camionnette, ZU, Oui. Ouais. c'est la petite fourgonnette de 2 chevaux. Ensuite, c'est la Sahara, Deux Ouais. moteurs. 2 chevaux Sahara, ouais, 2 moteurs. Un c'est- devant, un derrière. J'aime bien 4x4, ouais, en fait, c'est 2 plus 2. Donc, comment ça fonctionne mécaniquement en fait? Les deux moteurs fonctionnent en même temps, ils fonctionnent l'un après l'autre, l'un en parallèle de l'autre. Oui, il me sais semble pas. qu'ils sont synchronisés avec une boîte de vitesse. Je ne saurais pas bien te dire, mais je crois que c'est les 2 vitesses. Tom, tu peux nous appeler un spécialiste? Non, mais on peut le faire là. Hein. Ouais. Alors François, est-ce que tu as la réponse à la question? Parce que du coup, Tantôt. on a un des invités de la soirée qui est François, qui nous fait le plaisir d'être avec nous une fois de plus. Alors là, c'est en direct live, hein, j'ai pas de fiche, c'est dans la tête. Là. Bien sûr. En fait, la Sahara, si j'ai bonne mémoire, elle a dû être faite à 600 ou 700 exemplaires. Ouais. Pendant une longue période, en fait. Au départ, c'était vraiment pour le Sahara, notamment. Et donc, l'idée, c'était de profiter de la légèreté de la 2 chevaux pour avoir une transmission intégrale. Et le plus simple, c'était de mettre un moteur devant, un moteur derrière. Ce qui permettait d'avoir effectivement une traction, une propulsion intégrale avec les 4 roues motrices. Et puis, un meilleur couple, une meilleure puissance, pas une meilleure vitesse parce que ça ne change pas énormément la vitesse. C'est toujours aussi lent. Voilà, mais en fait c'était extrêmement efficace. Et D'accord. la seule voiture dans la gamme Citroën qui sera dans le même esprit et plus efficace, ce sera la Méhari 4x4 qui elle n'a qu'un seul moteur, Ouais. qui sortira bien des années plus tard. Et- Mais l'idée n'était pas idiote du tout. Et du coup, la toi, synchro. du coup, tu connais bien la Sahara, mais tu connais très bien la voiture à côté de laquelle on se trouve. Alors celle-là, celle-là j'ai eu la chance de la conduire et de faire le clown avec, aux côtés d'un personnage très célèbre qui la connaissait très très bien, puisque c'est le monsieur qui les a préparés
Ouais. C'est Rémi Julien qui a été, qui est vraiment un des principaux cascadeurs, non pas français mais mondiaux, parce qu'il a participé à de très très nombreux films, notamment dans la saga de James Bond. Il a préparé beaucoup de voitures et beaucoup de cascades pour James Bond, dont effectivement les fameuses scènes avec Carole Bouquet et Roger Moore dans Rien que pour vos yeux. Alors il n'y a pas eu qu'une seule voiture, bon, celle qu'on connaît c'est celle-ci, qui est ici chez Citroën et qui est une vraie, qui a vraiment tourné dans le film. Il y en a eu plusieurs, bien sûr, des exemplaires comme dans tous les films. On la voit, il y a des arceaux qui évitent les drames. Exact. C'est celle qui a un moteur de GS. Alors celle-ci, bien sûr, a un moteur de GS, elle est renforcée de partout et elle a vraiment servi au film. Et moi, j'ai eu la chance de faire un tour dans Paris avec Rémi Julien, qui m'a raconté des anecdotes absolument croustillantes. Et on est retourné express sur le tracé qu'avait fait Roger Moore, parce que quand Citroën a sorti la 2 chevaux en série 007, ils ont eu la très bonne idée de faire venir Roger Moore. Tant qu'à faire, autant en termes de marketing, c'est efficace. Voilà. En termes de marketing, tu veux faire venir le vrai James Bond qui présente la voiture de James Bond, c'est plutôt pas mal. Et donc la présentation avec James Bond et ses James Bond Girls a eu lieu devant l'hôtel Ritz, place Vendôme. Et donc je suis repassé avec Rémi dans la voiture, place Vendôme, à l'endroit même. Mais sans les James Bond Girls et sans la chambre au Ritz. Alors, j'ai pas la chambre au Ritz. Mais t'avais les James Bond Girls. Donc, voilà. Non mais t'as eu un beau départ sur les chapeaux de roue depuis la place de la Concorde, là, je m'en souviens encore. Avec de très bonnes photos faites par monsieur. Bien sûr. C'est anecdotique. Bon bah top, on va continuer. Ouais. Alors, du coup là on arrive sur un univers qui est un peu différent de ce qu'on a vu, qui est un univers qui nous passionnait quand on était gamin. Enfin surtout moi parce que t'es un peu plus vieux. Le tacle. Et Denis pour le coup a une expérience et un passé hyper particulier avec toute cette période rallye dont vous allez pouvoir nous parler. Voilà. Ouais, j'ai commencé chez Citroën Sport, qui était géré par Guy Fréquelin, effectivement. Et là, on a la chance d'être devant une Xara WRC très spéciale, parce que c'est la voiture avec laquelle Sébastien Loeb a gagné le Monte-Carlo 2003, le fameux Monte-Carlo où Citroën a fait 1, 2, 3, Loeb, Macrae, Sainz. Magique, hein. Il y a quelques marques qui l'ont fait, mais pas beaucoup. Dans le brouillard, c'est ça ? Alors, dans le brouillard, Loeb, il est incroyable parce qu'il a une vue incroyable et des fois il colle 15, 20, 30 secondes et il est incroyable. Et en fait, il fait une totale confiance à son copilote, Daniel Elena, parce que c'est aux notes en fait. C'est aux notes. Hein. Donc un gros cœur. Une vue terrible et un copilote. Très grosse envie. Très grosse envie, ouais, c'est vrai. Mais c'est un équipage de haute folie, la cohésion entre Elena et Loeb. C'est dingue. Oui. Il y a un seul autre équipage qui a ça, c'est Baumel et Nasser Al-Attiyah. En rallye raid, mais en WRC effectivement, et puis toujours aussi ce petit côté fun, on rigole aussi de temps en temps. Ça c'est Daniel Elena, comment il est, mais ça bosse dur, hein, notamment dans les recos et tout ça. Et puis tous les revisionner, les vidéos, des reconnaissances aussi, c'est un sacré boulot. En tous les cas, on est content d'avoir cette voiture ici. Elle a été complètement refaite parce que ce châssis, il a servi aussi à Puras, il a servi à l'Homme, il a servi aussi à Solberg et à Ponce. Et après, Citroën Sport l'a refait. Oui, ça coûte cher un châssis WRC, donc il faut l'amortir. Oui, ça peut faire plusieurs courses. Donc là, c'est une voiture qui est tournante. Et donc, elle fait partie de la collection. Et la Xara, c'est quand même 32 victoires en championnat du monde des rallyes. C'est des voitures qui ont gagné en WRC pour Citroën. C'est laquelle qui a gagné le plus en fait? C'est la C4 WRC avec 36 victoires, Xara Kitcar 2 victoires, DS3 WRC 26 victoires. Et puis les dernières victoires, si je ne me trompe pas, les 6 dernières avec la C3 WRC. Et au total, 102 victoires pour Citroën, donc le record pour l'instant qu'on garde. Est-ce qu'on peut se déplacer un tout petit peu par là pour voir des trucs qui, moi, m'excitent vraiment? Attends, parce que là, je te l'ai pas volé, ça. Non, tu ne l'as pas volé. Merci. Ça sent bon le sable chaud, on est presque dans une chanson de Gainsbourg, c'est pas des légionnaires du tout comme, c'est les reines du Dakar. Ouais, et celle-là, c'était la reine du Dakar 95, il y a 25 ans, et gagné le Granada Dakar avec Pierre Lartigue et Michel Perrin. D'accord. Et c'est l'époque des prototypes. Donc elle s'appelle ZX, mais voilà, avec un moteur à l'arrière, 4 roues motrices, des débattements de suspension assez extraordinaires, 10 amortisseurs au total, 2 sur chaque, 2 sur chaque roue avant, 3 sur chaque roue arrière,
et une flexibilité variable sur la partie arrière aussi. Donc c'est de la haute technologie. On remettrait cette voiture dans un Dakar d'aujourd'hui, elle serait pas ridicule. Hein. Ouais. Du tout. Hein. Donc, ces voitures-là sont loin d'être ridicules par rapport aux photos d'aujourd'hui. Et donc c'est une belle aventure qui a permis à Citroën Sport de bien se développer. L'équipe s'est développée et acquis de l'expérience, qui après a rejailli en WRC quelques années plus tard. Et là, donc on a la voiture du Dakar 95, on a une voiture de la saison 93. Mais comme on dit voiture du Dakar, on est aussi sur les châssis qui ont couru le Pharaon. Bien sûr. Le Dakar en fait, parce que c'est l'épreuve emblématique. Voilà. Et c'est des voitures qui ont couru le championnat du monde des rallyes. Yeah. Alors ça s'appelait Coupe du Monde FIA des rallyes tout-terrain, exactement. Et Citroën l'a gagné 5 fois, de 93 à 97, avec Pierre Lartigue et Harry Vatanen aussi. Et là, on a 2 voitures du début de l'histoire du Rallye Raid qui étaient jaunes à l'époque, parce qu'il y avait un certain sponsor dont on ne peut plus parler aujourd'hui, mais on le devine un petit peu. Oui. Ce ne serait pas des super bonnes clopes qu'on a fait en dromadaire. Ouais, bien. C'est pas un chameau? Et donc, sur les premières saisons 90, 91, 92, les voitures étaient jaunes. Là, on a la voiture du Dakar 91 avec Harry Vatanen et Bruno Berglund, victoire, première sortie au Dakar, première victoire, qui était un peu passé inaperçue parce qu'il y a eu la guerre au Koweït, etc. Donc du coup, ça malheureusement médiatiquement pas très bon. Et ça, c'est celle qui a gagné le Paris-Moscou-Pékin en 92 avec Pierre Lartigue et Michel Perrin. Et ça avait une saveur particulière parce que c'était 60 ans après l'arrivée de la croisière jaune et le début de l'histoire de la commercialisation de Citroën en Chine. Voilà. C'était une très méchante course. C'était une très très belle victoire. C'était très dur avec les Mitsu, et je vais vous raconter une petite anecdote. C'est qu'à la fin, le moteur de la ZX, c'était 16 000 km. Hein. Pour un moteur de course, c'est beaucoup. On avait des compressions qui faiblissaient. Et en fait, on était à 2 jours de l'arrivée, et l'équipe technique a décidé, on n'ouvre pas le moteur, parce qu'ouvrir le moteur, c'est aussi des risques dans le timing, dans la nuit. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les mécanos, ils redémarraient le moteur toutes les 2 heures pour maintenir une chaleur dans le moteur, pour être sûr que quand le matin a froid, qu'il y a assez de compression pour redémarrer. Et ça a tenu jusqu'au bout. Mais c'est comme ça, même en WRC, il y a plein de choses qui nous sont arrivées sur un rallye de championnat de France. Alors en championnat de France, à un moment, Philippe Bugaski n'avait plus 3e vitesse, et notre concurrent qui était Simon Jean-Joseph sur la Subaru, heureusement ne l'a pas su. On l'a caché le plus longtemps possible, mais ça arrive dans toutes les marques. Voilà, mais cette petite anecdote, et Pierre Lartigue, il avait quand même 4 Mitsu aux fesses, et à l'époque, c'était, on peut dire un petit hommage à Monsieur Calvé, là, qui est parti il n'y a pas longtemps, qui était le patron de PSA. Et il téléphonait tous les soirs au pilote. Et Pierre Lartigue, il dit, j'avais Monsieur Calvé, Monsieur Lartigue, vous avez fait l'andouille aujourd'hui? Parce qu'il il le regardait à la télévision, et Pierre Lartigue, il disait, non, Monsieur Calvé, il faut que parce qu'il pensait qu'il allait trop vite. Et en fait, Pierre m'a dit, mais il fallait que je garde un certain rythme. Je ne pouvais pas ralentir parce qu'il fallait que je garde un rythme, sinon le pilote se déconcentre. Et voilà. Et ça, on pourrait en parler à Pierre Lartigue, qui est toujours avec qui je suis en contact régulièrement et qui nous a apporté quand même sur les 32 victoires en Rallye Raid. 36 victoires, plus de 20 victoires, donc on pourrait le questionner. Il y a encore d'autres petites anecdotes sympas. Il entendait hurler les Japonais. Et tu parlais de copilotes connus avec Daniel Elena, Michel Perrin. Oui, il a un joli palmarès. Aussi une référence en rallye raid et maintenant en rallye classique d'ailleurs. Et maintenant en rallye de voiture ancienne, tout à fait. Il fait le tour auto. Alors c'est un C'est un ancien navigateur lui aussi, non? Non, il a commencé en rallye, mais il a fait du rallye classique, puis du rallye raid, et puis maintenant il est en rallye en ancienne. Il était en rallye raid jusqu'il y a 3-4 ans. Oui, bien sûr, il a fait plein de marques, mais c'est un peu comme Daniel Hénard, c'est pas le même caractère, mais par contre c'est des bosseurs. C'est différent, mais là, à l'époque, sur les Dakar ou sur un Pékin, c'était du travail très tard la nuit avec une armée de stabilo-boss pour mettre toutes les couleurs sur la checklist. Alors je sais que le prochain Dakar ça va changer, mais voilà, c'est une époque qui était aussi intéressante. Ça change parce que vous savez que le Dakar est maintenant ouvert au classique. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Non, mais sur le Dakar de l'année prochaine pour les voitures d'aujourd'hui, mais sur le classique, ça sera en régularité, si j'ai bien compris. Et du coup, vous partez avec celle-là? On pourrait, mais le problème, c'est que la voiture est tournante, mais il faut aussi des pièces détachées. Et des pièces détachées, on en a
quasiment pas. Ouais. Ça n'a pas été gardé. On peut pas tout garder. Ouais. Sinon, il faudrait 10 conservatoires pour Ouais. te garder tout. Je comprends bien. Ouais. Je voudrais juste qu'on fasse un plan sur une dernière voiture parce qu'il y a là une bagnole qui est assez exceptionnelle. Du coup, On remonte un peu dans le temps. on va remonter juste un tout petit peu dans le temps jusqu'à cette voiture-là qui pour moi est juste géniale. C'est la Citroën SM du Bandama. Et en fait, le Bandama, c'est juste pour certains le rallye le plus difficile de la planète. Cette voiture va arriver classée. C'est celle-ci. Hein. Elle va arriver classée au Bandama. La dernière année où le rallye va exister, je crois qu'il y a eu 76 voitures au départ, il y en a 8 à l'arrivée, celle-ci fait partie des 8. Et les pilotes qui les conduisaient à l'époque, moi je dis c'était des guerriers. Parce qu'en protection, là, il n'y a pas grand-chose. Ok, pas moins puissante que les voitures d'aujourd'hui, mais quand même, ça allait très vite. Et avec, en termes de sécurité, c'était moyen. Regarde, la différence entre celle-ci, donc celle-ci, c'est Rallye du Maroc, il y a un grillage pour protéger. Là, c'est carrément... Là, ils ont carrément lâché l'affaire. Tu vois la hauteur de Ouais. c'est vachement différent. Faut imaginer celle-ci sur les routes forestières de Côte d'Ivoire, pleine balle sur 800 ou 1000 km, parce que c'est une course qui se faisait d'une seule traite. Ouais. Et enfin, c'est. Je suppose qu'elles étaient en position haute. Elles étaient en position suivant le terrain, mais ça c'est une version raccourcie parce que la version d'origine normale de la SM, elle s'avérait un peu trop longue, notamment dans les sauts. D'accord. Et du coup, ils l'ont raccourci, on l'appelait aussi la camionnette quelque part, parce que pour avoir plus d'agilité en fait. Là, on était sur un peu plus de 70 voitures au départ et 8 à l'arrivée. 78 voitures. J'allais dire les rallyes africains d'une manière générale, parce qu'il y a le Maroc qui est aussi dur, ou le Safari Rally, c'est des rallyes qui font qu'à l'arrivée, il y a peu de voitures quand même, c'est clair. Et puis les voitures qui arrivent en général étaient revendues, enfin pour les amateurs, étaient revendues sur place. Il n'y avait pas beaucoup de. C'est vrai, c'est vrai. Le nombre de Range Rover que tu as à Dakar aujourd'hui, qui ont traversé l'Afrique en long, en large et en travers. Alors on dit, elles sont parvenues où qu'elles sont, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont restés sur place, et puis plus les abandons en cours. Sur un Dakar, il y avait souvent des abandons. Et donc là, on est sur une carrosserie de DS, mais une SM en fait. Alors en fait c'est une voiture, c'est un mulet qui a servi à développer l'ensemble moteur-boîte de la SM, avec le fameux V6 Maserati, et il y en avait eu un certain nombre de mulets faits par le bureau d'études Citroën, et ils en ont redonné quelques exemplaires au service compétition. Mais comme c'était une voiture qui n'était pas homologuée, ils l'ont mis dans à la ronde hivernale de Chamonix, qui n'avait pas besoin d'une homologation, et c'est le fameux pilote suédois Björn Valdegarde, que j'avais connu aussi quand j'étais en rallye raid, qui courait avec nous, qui a utilisé cette DS et a terminé ce rallye se battant contre des Porsche, des Alpines, et il était deuxième quand il a déjanté. Et du coup, grâce à la suspension hydropneumatique, il a pu maintenir une assiette. Alors, il a perdu des places, mais il a terminé la course. D'accord. Et voilà. Mais je peux vous dire, là, quand vous voyez les vidéos, vous voyez, il fait appel contre appel comme s'il avait une propulsion presque. Ouais. Et c'est terrible. Ce qu'il en a fait, Björn, c'était un super pilote aussi. C'était vraiment exceptionnel. Et du coup, on l'a rénové en 2005 pour les 50 ans d'ADS. Mais elle est tournante. Alors, elle a plus son moteur de compétition d'époque. Il est un petit peu moins puissant, celui-ci. Mais on l'a fait tourner régulièrement et elle fait partie de la collection. Elle a été exposée à Art Elegance. Tout à fait, elle a fait des rétromobiles, elle a fait des Mans classiques. Elle a été exposée à Art et Élégance et c'est une photo que j'ai faite de cette voiture qui a valu que je sois invité sur le prix de l'Azurie et après sur le Pro Auto, la orange. Ok. Je lui dois pas mal à cette petite. Thomas est un très très bon photographe. Je crois qu'on c'est vrai. Je crois qu'on a fait le tour du coup avec celle-là. Ouais. Ok. C'est la dernière. On en a vu quelques-unes quand même. Ouais. Bon, on n'a pas tout vu malheureusement, mais. Non. Mais on ne voit jamais tout revenir. C'est pour ça, on ne voit jamais tout parce que ça donne envie de revenir. Exactement. Bon, merci Denis pour toutes ces précisions. Là, on est sur une voiture. Là, on est sur la DS. Voilà.
assez particulière. Ah oui, celle-là, ouais. Celle-là, elle est très Très chère à notre ami Martial. Ouais, là c'est la première DS, c'est une DS qui a servi pour élaborer la DS. Donc c'est une DS de pré-série. C'est un prototype ou une pré-série? C'est entre les deux? C'est entre les deux, ouais. On parlait de laboratoire tout à l'heure. C'est encore une sorte de laboratoire de la DS où on met dessus les premiers éléments, l'hydraulique, voir si tout fonctionne bien. C'est vraiment un laboratoire. Et ça s'ouvre. Non, laisse faire les grands. Arrête. Les grands, ne bougez pas, juste pour la blague. Relève-toi un peu pour voir. Comment tu l'as bougé ça, toi? Vas-y. Non, il faut pousser. Il faut appuyer sur. Voilà, attends, voilà. Prochaine fois, vous me demandez, les gars. En fait, il faut avoir. Laisse faire les pros. Voilà. Donc là, le cœur de la bête. Ouais. Et donc, on a le marquage en haut à droite, DS31. Donc la 31e DS de pré-série. De pré-série, d'accord. Ok. Et sur combien, tu sais? Non, je sais pas sur combien. Et du coup, ouais, l'année. Mais donc l'année, elles sont 55 là. D'accord, 55. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, en fait, cette voiture, techniquement, c'est un moteur de traction. Donc on reste en fait sur un moteur déjà ancien. Ouais. Mais l'habillage de cette voiture, je pense qu'il faut essayer de se remettre dans l'esprit qu'en 55, chez Peugeot, ils sortent la 403. Voiture tout à fait sympathique, mais très classique. Chez Renault, on est encore à la frégate. Donc, quand la DS sort, c'est une soucoupe volante, quoi. C'est une voiture. Au salon de 55, bon, évidemment, j'y étais pas, j'étais pas né, mais je pense que. Non, j'étais pas né. Je te remercie. Bon, bref. Et cette voiture ressemblait à une soucoupe volante. C'était un truc incroyable au niveau du design. C'était complètement novateur. C'est ça. Et tout est novateur. La ligne de la voiture, le tableau de bord, les coloris, parce qu'on sort de la traction qui est quand même une voiture globalement livrée en noir ou en noir. Bon, j'exagère, je force un peu le trait. Et là, on a une voiture qui va sortir dans des coloris très variés. Ouais. Et donc ça, c'est très nouveau. Et puis surtout, la forme de la voiture est complètement démente. Et c'est vrai que ce qui est formidable dans la DS, je pense, c'est que même aujourd'hui, 70 ans après, ça ne ressemble à rien d'autre. C'est-à-dire que la DS reste un véhicule qui a un look qui est complètement unique. Et le bon exemple de la couleur, c'est sa petite sœur, du coup, qui Absolument, est à côté. Et il y a eu des coloris absolument surprenants. On a le vert printemps, toute première en 56, c'est un vert très flashy. Presque couleur après LHM, couleur liquide. Ouais, c'est ça, exactement. C'est flashy en 55. C'est incroyable. C'est incroyable. Et surtout, le plus incroyable, en fait, il est dans la technologie de la voiture. C'est-à-dire que, certes, le moteur, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire autre chose, reste un moteur de traction, ce qui n'a rien de très original, mais qui au moins est un moteur fiable et éprouvé. Mais surtout, c'est l'hydraulique. Parce que l'hydraulique, même aujourd'hui, en 2020 et des poussières, aujourd'hui, on passe sur un dos d'âne, pour ne pas dire un gendarme couché, avec une 2 chevaux ou un dérivé de 2 chevaux, une DS ou un dérivé de DS, donc bref, en clair, une Citroën, on passe direct. Là où beaucoup de voitures sont obligées de passer à 3 km/h. Se retrouvent sur les essieux. Voilà, les voitures, soit elles passent à 3 km/h, soit elles laissent les pare-chocs et les machins. Donc il y a toujours cette espèce de notion d'hydraulique, ou en tout cas de suspension, parce que la 2 chevaux n'en avait pas, mais la 2 chevaux avait aussi des suspensions assez géniales. Et donc toutes ces voitures-là offraient un confort qui était complètement à l'inverse d'une Allemande des années 80, quoi, qui était dure comme du bois. Là, on est à l'inverse, quoi. On est dans un Pullman, quoi. C'est 30 ans ça flotte. Non, mais c'est ça. Ouais. Et aujourd'hui, tu roules dans une DS ou une idée, t'es dans un truc, t'es ailleurs, quoi. Ouais. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'enfants qui étaient malades dans les premières DS. Voilà. Tellement c'était souple, c'était mou. Et après, donc dans les versions un peu plus tard. Donc là, on va passer sur celle-ci. La différence la plus notoire, c'est les cendriers. Enfin, voilà. Les petites grilles qu'on appelle les ailes cendriers, c'est les ailes cendriers, pour les caractériser. Donc c'est uniquement sur les DS entre 59 et 62. C'est au mois près, mais disons 59-62. Et là, on a aussi des particularités, des phares, une sorte de phare obus. Des petits Oscars complémentaires qui donnaient un look sympa aussi à la voiture. Et ça qui était un accessoire. Absolument. Qui figure peut-être même encore des Dusselier et des Marshall. Les deux. Qui étaient différents. Qui étaient les deux. Et là, c'est encore plus différent. On a les phares tournants. Ouais. C'est-à-dire que quand je tourne la direction, je tourne à droite, mes feux suivent. Ouais. Mais celle-là, il y en a plein pour qui c'est ça, le faciès de la DS.
Sauf que la DS, elle a déjà 13 ans quand elle reçoit. Absolument. La passation entre les deux, c'est été 67. Donc pour le millésime 68, puisqu'on rappelle qu'à l'époque, le millésime, c'était pas le 31 décembre, le 1er janvier, c'était pendant les grandes vacances, parce que les usines fermaient pendant les grandes vacances, quelques semaines. En plus, il y avait le salon pour présenter. Et il y avait le salon, etc., qui était à l'époque annuel et non pas tous les 2 ans. Bon, maintenant, il n'existe plus, on n'est plus emmerdé. Et non, je plaisante, mais la moitié. Donc voilà, donc ce changement de faciès de la DS, alors que la voiture, effectivement, a déjà plus de 12 ans d'existence, relook et relance la voiture. C'est un restyling en fait. Puis les moteurs, ça reste vaguement ceux de la traction. Oui, ensuite ça s'améliore, on passe en 5 paliers, on augmente la cylindrée, etc. Mais c'est vrai que c'est des moteurs qui sont globalement très fiables. Donc ouais, et puis celle-là, on a enfin fait évoluer le moteur, quoi. Enfin, voilà, on commence à vraiment y aller. Absolument, quoi. On passe en 5 paliers, on augmente la cylindrée, et puis l'aboutissement, ce sera la 23, sur lequel, effectivement, là, on sera à l'ultime cylindrée, on passe en injection électronique. On adopte la boîte 5 vitesses. Enfin voilà, quand on se dit qu'à la base, le moteur d'origine a été conçu au début des années 30, c'est assez extraordinaire. Parce que la 23, c'est combien de chevaux? Une 23 IE 3, écoute, je pense qu'on est à quasi 140 chevaux, il me semble. Donc on est quand même loin de la puissance d'une traction 7 de 1934. Quoi. Et là, on a quand même un modèle. Donc ceux qui sont déjà venus au musée connaissent probablement ce modèle-là, mais celui-là, il a une histoire un peu particulière. C'est que le coffre de l'auto était utilisé pour ranger les payes des salariés Citroën d'Île-de-France de mémoire. Absolument. Et cette voiture faisait le tour des salariés des usines pour délivrer les payes. Absolument. Et elle a été braquée cette auto. Et oui, forcément. Ça c'est la base. Il n'y avait même pas d'escorte. C'est un coffre-fort roulant, si tu veux. Parce qu'à l'époque, je crois qu'on payait les gars toutes les semaines. Et en liquide. Et en liquide. Et effectivement, il n'y avait pas d'escorte. Ce que disait Marcel, c'est qu'il n'y avait pas d'escorte et que du coup, ils se sont fait braquer et qu'ils ont fait. C'était la diligence en fait. Exactement. C'est la diligence moderne, c'est exactement ça. C'est fou de se dire qu'à l'époque, dans les 70, on allait en DS, on payait en liquide comme ça tous les salariés. Sauf qu'à l'époque, tu pouvais aussi aller en DS parce que quand tu y allais et qu'il n'y avait pas de limitation de vitesse, tu pouvais faire le tour de concession de l'Île-de-France dans la journée. Il ne faut pas oublier que les limitations de vitesse sur les autoroutes, qui à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup en France, et on n'était pas vraiment en avance là-dessus, mais les limitations de vitesse, ça arrive qu'au début des années 70, ce qui veut dire que jusque-là, on roulait à la vitesse qu'on voulait. Il y avait quand même, quand on y pense, il y avait des gars qui avaient encore des 2 chevaux A qui roulaient à 60-70 km/h et des mecs en Lamborghini Miura sur la même route. Donc, et sans limitation, sans ceinture et sans limitation de vitesse. Pierre Bardinon à l'époque faisait du Maduclos à Montlhéry parce qu'il s'arrêtait à Montlhéry. Il montait en 250 LM. Il mettait moins de 3 heures. Voilà. Et il savait quand il dépassait les 300 km/h parce que son chien aboyait. Aujourd'hui, tu fais ça, tu vas directement par la case prison. Ah bah oui. Et là, on va s'asseoir, non? Allez. Ah bah là, oui. Allez, je te laisse pas je vois qu'il y a le bénéfice de l'âge. C'est gentil, les jeunes. Vous êtes gentils. Moi, j'aime bien me faire conduire. Du coup, celle-ci, elle a été faite sans porte. Non, alors c'est une démonstration. Elle a servi notamment sans moteur. Voilà, elle a servi pour des expositions, des choses comme ça. Et puis c'est vraiment, alors pour moi, c'est vraiment bien en plus. On est sur une une DS 21. Palace, avec le Palace, bien sûr, avec ce tableau de bord qui en fait est le tableau de bord typique des 21. Moi, j'adore. Là, on est vraiment dans la quintessence de. Voilà, on est dans la voiture de Fantomas, on est dans la voiture de Louis de Funès. Ça, c'est la France. Et donc celle-là, d'après ce qu'on a compris, c'était pour montrer que les phares tournaient. Voilà, exactement. Ils avaient fait un petit mécanisme d'ailleurs exprès pour ça, pour tout le salon. Parce que s'il n'y avait pas de moteur. Et moi j'adore, alors c'est perso, mais moi j'adore le tableau de bord. Parce que alors, le tableau de bord de la DS19 était très novateur, très futuriste, très incroyable pour son époque. Celui de la 23, donc les dernières, moi je l'aime pas trop parce que personnellement je le trouve trop plastique, trop moderne. Et ça, c'est le bon intermédiaire. On se croirait on se prend pour un pilote d'Air France qui pilote la Caravelle qui va s'envoler, quoi. Comme la voiture de Fantomas, tu vois. Un côté assez génial. J'adore. On est complètement. C'est 60s à mort et c'est la déesse de la route, quoi. J'adore. Alors le confort, les gars, on passe au suivant parce qu'on n'a jamais fait mieux. Il faut pas oublier que le confort, ça c'est juste. C'est un peu cubique ce qui nous attend. On n'a jamais fait mieux depuis. Là, on n'est plus sur les mêmes formes là. Non. Là on va passer dans le cubique.
Ouais, là, c'est vraiment carré. Quoi. Là, on est sur un concept. Alors, comme le disait Denis très justement, on est sur un concept pyramidal. Pyramidal. C'est l'époque où les formes des voitures deviennent très tendues, très carrées. C'est l'époque de Bertone qui est vraiment le style. Voilà, absolument. Ouais. C'est toute cette époque-là. Voilà. Mais en tout cas, qui œuvre. Qui œuvre tant bien que mal pour faire un super dessin, je trouve. Et donc là, oui, Karim, années 80, ça préfigure Citroën dans les années 80. C'est ça. Une couleur déjà très typique. Totalement. Citroën Totalement. 80s. Et puis l'intérieur. Dans le même style de superbe coloris, de dégradé de moquette marron, c'est superbe. Je trouve que l'intérieur est même encore, il n'est pas encore 80s, il est encore 70s, moi je trouve l'intérieur. Il fait penser à la boomerang. La boomerang, exactement. Hein, il y a un truc qui manque sur le pare-brise, non ? Il manque pas mal de choses, mais c'est un concept car. Faut vraiment, mais l'intérieur est fou. Il y a un écran là-bas, il y a un ordinateur, il y a. Wow. Et donc, effectivement, Martial, là, c'était cette partie-là. Ça propulsait de l'air pour que les gouttelettes d'eau en fait s'évacuent avec. Déjà, on a une forme pyramidale, comme tu le disais, Quentin. Donc d'ici, comme ça, là. Voilà. Faut pas oublier qu'à cette époque-là, à la télé, il y avait un feuilleton qui s'appelait Cosmos 1999. Donc, si tu veux, on est bien après Star Trek. On est dans la soucoupe volante, dans le vaisseau spatial. On est dans la pré-BX, la pré-BX. Pas l'après-BX. Ouais. Et la caméra de recul, elle est juste géniale parce que aujourd'hui c'est une petite fibre optique qu'on voit même pas. Là, c'est carrément un objectif d'appareil photo. Ouais, là, tu vois l'objectif. Génial. C'est juste génial. Mais caméra de recul. Tu peux faire la mise au point. En tout cas, attends, je fais la mise au point de rétro. Ce qui est sympa, c'est que là, tu t'assieds dans le siège conducteur, tu ne touches ni les pédales ni le volant. Non, tout est prévu. C'est le début de l'ère électronique. En tout cas, c'est très pratique. À mon avis, si tu montes dedans, je pense qu'il n'y a plus rien qui marche. Donc 3 places, comme la McLaren F1. Ouais, voilà. Comme la Matra Bagheera, effectivement, Matra Murena. C'est-à-dire que c'est monsieur, madame et un enfant. Ou alors monsieur, madame et sa maîtresse. Voilà. Ah, tout de suite. Ou sa belle-mère. Voilà. Il y a plein d'hypothèses. Ou Booba. Ouais, ou Booba. Même Booba et toute la famille de Booba, on peut mettre. Ouais, toute la famille de Booba. Booba étant ton chien. Étant mon chien, oui. Voilà, aucun rapport avec un rappeur. Carrie, c'est ses autres amis. Ouais. Citroën SM. Bon alors, une petite histoire. 50 ans. Quel bel âge. 50 ans, tout simplement, cette année. Tu dis ça pour moi, c'est agréable. J'ai failli, mais j'ai pas osé. D'accord. Bon, mais tu les auras dans longtemps, tes 54. J'aurais pas osé. c'est un mythe, cette auto. C'est un mythe parce que c'est le haut de gamme français de l'époque. Ah ouais. Sa Majesté. Ouais. Exactement. Ça vient d'où, SM ? On se posait la question. Alors, il y a l'héritage Citroën avec les. Ouais, l'appellation à 2 lettres. Ouais. Ensuite, M, on peut supposer que c'est Maserati, mais j'en suis même pas sûr. Ou Sport Maserati, ou je sais plus. Mais en tout cas, l'intérêt de cette voiture, c'est que Citroën a racheté la firme Maserati en 68, qui se portait pas très bien. Et comme, évidemment, Citroën se portait beaucoup mieux, et qu'ils étaient très bons en acquisition. Voilà. En fait, Citroën avait dans les cartons, évidemment, une Super DS. Ouais. Il y avait plein de protos qui avaient déjà été faits d'une Super DS encore plus haut de gamme, coupée, etc. Et donc, le fait d'avoir une Super DS avec un moteur 6 cylindres italien, ça tombait très très bien en achetant Maserati. Il y avait une logique d'allier, effectivement, le savoir-faire de Maserati, qui a fait ce moteur exprès pour la SM. Surtout qu'il y avait les 2 autres constructeurs français qui étaient en train de préparer leur V6. Exactement. Le V6 PRV était en pleine préparation pour Renault et Peugeot et Volvo. Et donc, il tombe sur ce moteur-là, qu'on verra aussi dans d'autres Maserati, Merak et compagnie, par exemple, qui auront donc ce même moteur. Alors, la réputation de ce moteur, c'est qu'il n'était pas soi-disant au point, qu'il était fragile, etc. Il y a pas mal de gens qui se seront penchés ensuite sur lui, et en fait, le moteur a pu être ensuite amélioré, fiabilisé, etc. Puis c'est un moteur qu'on va retrouver sur plein de véhicules. Ligier, voilà, il y a plein de choses qui ensuite vont être... Oui, parce qu'il gagnera le Tour de France automobile sur une Ligier. Oui, bien sûr. Donc non, c'est quelque chose d'intéressant. Et la même année que la SM, Citroën fait coup double, c'est-à-dire qu'il y a quand même 2 grosses nouveautés la même année. Donc un haut de gamme, la SM, et un milieu de gamme, qui est la GS, parce que c'est ce qui a manqué pendant des décennies à Citroën. Pourtant, ils ont essayé. Citroën avait
une entrée de gamme, toute la gamme 2-3 chevaux, et puis la gamme D. Et entre la gamme D et les 2 chevaux, il n'y avait rien. Alors la Mi 6, c'est un peu se moquer du monde, parce que la Mi 6, c'est jamais qu'une 2 chevaux réhabillée. Super Doge. Bon, c'est une super Doge, mais c'est une Doge, quoi. Alors que quand ils vont sortir effectivement la GS, là, on est non seulement sur un vrai véhicule intermédiaire, mais on est sur un véhicule, ce qu'on a complètement oublié aujourd'hui, c'est qu'on est sur un véhicule qui est réellement novateur. C'est la première c'est le premier véhicule français moyen de gamme qui a la suspension hydraulique, qui a un confort extra et qui est une voiture, là aussi, qui est plus performante que ses petites camarades. À l'époque, les 2 rivales de la GS, c'est la R12, bon, sympathique, mais assez banale dans sa conception, et la 304, chez Peugeot, qui est une voiture aussi très sympathique, mais qui n'apporte pas de nouveautés technologiques à ce moment-là. Donc la GS ressort vraiment comme un véhicule très original. Ça, c'est important de le souligner. Et évidemment, en même temps, on est dans l'époque du moteur à piston rotatif et non pas du moteur rotatif, ce qui m'agace parce que c'est pas le moteur qui est rotatif, c'est les pistons qui sont rotatifs. Parce que si le moteur est rotatif, c'est compliqué. Tu t'envoles. Martial, c'est quoi qui est derrière toi là? C'est laquelle? Celle-là? Là, on a la M35. La M35. Ah oui, M35, ouais. Celle qui préfigure justement le moteur. Pas dire le moteur rotatif. Du coup, elle nous fait passer en fait presque de l'AMI. C'est une AMI 8. Hein, en fait, c'est une GS. En fait, les proto M35, ils ont été assemblés chez Eliez. C'était effectivement un dérivé sur une base d'AMI 8. Et donc, ils ont mis à l'intérieur un moteur à piston rotatif. Parce qu'il y avait eu une association entre NSU, qui va devenir plus tard la marque Audi, et Citroën, qui se sont associés pour créer une boîte qui s'appelait Comotor, et qui a été le creuset pour la NSU Euro 80, pour la GS Birotor, etc. Donc ça, c'est intéressant, parce que c'est vraiment une direction dans laquelle ils sont allés, suite aux recherches de Felix Wankel, qui était un ingénieur allemand, qui avait travaillé sur le moteur à piston rotatif depuis très longtemps. Ça date d'avant la Seconde Guerre mondiale. Alors, on ne va pas passer... Ce qui est drôle sur la M35, c'est que c'était confié à des bons clients chez Citroën. Absolument. Ils devaient essayer. Absolument. Vendu. Il y avait 500... Enfin, ils étaient censés faire une série limitée à 500 exemplaires. Et, ce que me disait Ben... Il y a eu une numéro 500. Ah ouais. Mais c'est la 286e. Bien sûr, c'est déjà du marketing. C'était pas encore bien au point à l'époque. Et puis surtout qu'ils avaient demandé à ce que les clients soient des gros rouleurs. Et quand vous avez déjà fait un tour là-dedans, que vous avez déjà fait un plein là-dedans, vous vous dites que c'était du suicide. Mais clairement. Mais du coup, ils les ont. Enfin, c'était dans le contrat, mais ils devaient les racheter pour les détruire. Absolument. Ce qui est délirant, c'est économiquement impensable, parlant, c'est mais aujourd'hui, c'est impensable de se dire qu'un constructeur mettrait sur la route des quasi-prototypes en les confiant à des clients pour que les clients soient les testeurs grandeur nature. Non, mais c'est impensable aujourd'hui. Aucun constructeur au monde aujourd'hui ne ferait ça. Et à l'époque, ceux qui lâchaient les M35, ils avaient presque l'impression de faire une bonne affaire, parce que du coup, ils lâchaient une voiture qui avait déjà quelques années, qui leur coûtait cher, uniquement l'essence, parce que tout l'entretien était payé quand même. Ça, c'était, voilà, et on leur filait une CX à la place. Bon. On ne sait pas trop si voilà. c'est bien ou pas. Mais... en fait, ils étaient partis sur une voiture à la base moyenne en taille, même si elle coûtait très cher, et ils étaient passés sur plus gros. Quoi. Alors, il y a un détail aussi qui, moi, à mon avis, qu'il faut rappeler, c'est que quand on voit une GS et une CX, bon, il est évident qu'il y a un look commun. Mais ce qui est très rare, c'est qu'en général, quand une marque fait une grosse voiture, on décline ensuite la petite. C'est-à-dire que quand Peugeot sort la 504, quelques mois après, on sort la 304, qui est une 204 relookée, un peu 504 pour donner l'impression au client d'un segment intermédiaire que voilà, il est un peu ça le valorise. Citroën a fait le contraire. C'est-à-dire que on oublie que la GS est sortie en 70 et que la CX, qui est un peu une espèce de grosse GS, sort bien après. Il y a 74. 4 ans. Voilà, il y a 4 ans d'écart. C'est énorme, 4 ans. 4 ans d'écart entre la sortie d'une GS et la sortie de la CX. Il y avait une rationalité économique ou industrielle à faire ça en ce temps-là parce qu'en fait, ils ont fait vivre la DS longtemps. Et il y avait carrément un truc, parce qu'en fait, même si le projet L qu'on a derrière qui préfigure la CX, là, c'est un 4 cylindres, à la base, la CX était uniquement prévue pour être sortie en rotor. Il y avait un tri-rotor et un bi-rotor. Donc, c'est vraiment une déclinaison. Un trifour et un bifour. Voilà. Je ne veux même pas imaginer la consommation du tri-rotor. C'est double gaufre ou triple gaufre. Exactement.
La consommation. Et c'est dommage parce que très objectivement, je ne veux pas défendre le moteur à piston rotatif. Il ne faut pas oublier que Mazda, par exemple, a continué dans le moteur à piston rotatif. Et le bruit incroyable. Voilà, a gagné. Bon, c'est un peu un coup de bol. Ils ont gagné le Mans avec. Bon, mais c'est un peu un coup de bol. Mais enfin, il y a un moteur à piston rotatif qui a gagné une fois les 24 heures du Mans. Ouais. Bon, mais sur le papier, c'était très prometteur. Et si les constructeurs avaient investi plus dans le moteur à piston rotatif, je pense que les problèmes qu'il y a eu, notamment d'étanchéité et autres, auraient peut-être été résolus. Et qu'aujourd'hui, c'est pas forcément une solution idiote qui aurait pu vraiment évoluer. Sur une évolution, tu cramais 2 fois plus de carburant parce que tu as fait 2 fois plus d'explosions que sur des pistons classiques. Donc, alors, il y avait ce problème-là, mais je pense qu'ils auraient pu le résoudre. Moi, je suis sûr qu'ils auraient pu travailler là-dessus. C'est sur le papier, c'est pas du tout idiot le moteur à piston rotatif. Maintenant qu'ils arrivent à couper des bancs de cylindres, imagine. Ben non, mais qu'ils arrivent à couper des bancs de cylindres. On a réussi aujourd'hui à faire des énormes économies sur les moteurs classiques à essence, et diesel aussi bien sûr, mais notamment en essence. Je pense qu'on aurait pu le faire aussi sur ce type de moteur. On va passer on passe aux petites là-bas derrière. Les petites qui sont là-bas, les visas. Bon, et donc là, on arrive sur des bombinettes. Les bombinettes bizarres. Hein? Les citrons boudés un peu, hein. C'est ça qu'on peut les appeler aussi. Mais il y en a quand même. Ouais, c'est vrai que c'est marrant. Il y en a 3. Il y a 3 dérivés sportifs. Il y en a même. Ouais. Il en manque une. Ouais, il en manque une. Dans la GTI, la Trophée, la 1000 pistes et il manque la chrono. Ouais. Alors que Peugeot de 205 GTI, ils ont fait une GTI quoi. Enfin, ils ont fait la rallye. Oui, ils ont fait la rallye, mais il n'y a pas eu 4 déclinaisons. La T16. La T16, c'est l'équivalent de celle-là du coup. Ouais. Et puis si on n'oublie pas, c'est quand même des voitures qui structurellement et en termes de moteur ne sont pas très éloignées par définition. Ouais. Mais elles n'ont pas la même saveur visuelle. Voilà. La trophée, c'est quoi en fait ? C'est... Oui, non mais... La colle. Bon. Oh, c'est super bien. Non, mais en fait, la trophée, on dirait pas comme ça, parce que quand on dit groupe B, on pense à Lancia, à Peugeot avec la 205. Mais ça, c'est une groupe B. Ouais, c'est une groupe B. Ça n'a pas l'air, hein. Non. Comme quoi. Comme quoi, tu parlais de la ligne. Ça une Citroën peut en cacher une autre. Ouais. Ça marche une tonne, hein, apparemment. Ouais. Non, mais en plus, c'était super. Ouais, c'était un sacré truc. C'était un sacré truc. Ça marchait fort. Ouais. Et du coup, comment est-ce que tu réussis à vendre une caisse qui a ce style ? Alors, on se rappelle de la pub de Séguéla. Exactement. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, le publicitaire de Citroën, c'est Jacques Séguéla. Qui est quand même Citroën de beaucoup de gens, mais notamment de Citroën. Et il faut reconnaître qu'il était quand même très fort. Et il m'a raconté une anecdote justement pour cette fameuse pub sur le Charles de Gaulle, parce que c'est juste énorme, quoi. Incroyable. Et en fait, c'était pas le Charles de Gaulle à l'époque, c'était important. Voilà, exact. Et évidemment, il ne faut pas oublier que c'est lui qui a fait la campagne de Mitterrand en 81. Ouais. Donc, faut pas se gêner, et il a eu raison. En fait, il est allé voir. Il a obtenu rendez-vous avec François Mitterrand pour lui dire voilà, Monsieur le Président, je voudrais faire une pub pour Citroën, mais un truc de fou. Sur un porte-avions, etc. Donc il est allé en se disant le président va me dire vous êtes gentil, je vous aime bien, mais enfin bon, voilà. Et Mitterrand lui a dit mais c'est l'image de la France, c'est où vous voulez, quand vous voulez. Et donc on lui a donné carte blanche, ce qui est juste impensable aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, tu demandes ça à un président aujourd'hui, c'est impensable. Et Mitterrand. Une pub pour la C6 sur le Charles de Gaulle. Écoute, bonhomme. Donc on voit la Visa s'est lancée à toute allure, elle plonge dans l'eau, et puis hop, elle réapparaît. C'est incroyable, c'est ça. Ah oui. Alors autant je me souvenais de qu'elle plongeait, mais j'avais oublié le sous-marin. Visa, je crois que c'était Visa, ça décoiffe. Ouais, absolument. C'était vraiment. C'était tellement fort. Et sur la 205, les pubs sur la 205, donc équivalente à l'époque. Le gars, donc sa copine s'envolait dans un petit avion et il traçait en faisant des dérapages, garce sur le sol. Oh la vache. Ça, essaie d'appeler une. Mais aujourd'hui, c'est impensable, je veux dire. Déjà faire une pub pour une voiture sportive. Ouais. Déjà, bientôt, on va nous empêcher de faire des pubs pour des voitures tout court. Les voitures ? C'est quoi les voitures ? Mais ça n'existera bientôt plus, cher ami. C'est ce qui sert à des gens. C'est ce qui sert à des gens comme moi qui habitent à la campagne de pouvoir aller d'un point A à un point B. Oui, c'est ce que les citadins gouvernants oublient. Ouais. Voilà. Tu prends un vélo électrique. J'ai 8 km à faire pour chercher. Puis c'est commode quand t'emmènes tes gosses à l'école, tu mets un porte-bagages devant. Une caisse de vin. Voilà. Alors que si je le faisais avec ça, ça irait mieux. Les petites particularités de la 1000 pistes. Alors je crois que c'est un 4 roues motrices. Absolument. Ouais.
puis voilà. c'était fait par Oliez. Ouais. Et on a le double logo chevron. très particulier. Le double chevron. Et c'est pareil, c'était un sacré engin. Bon, ça a un look de Visa, donc il y a ceux qui adorent, il y a ceux qui détestent. Mais objectivement, c'était une petite voiture très compacte, très efficace. Et aujourd'hui, c'est un vrai collector. C'est une voiture collectionnée, bien évidemment. 112 chevaux. Ouais. Ah ouais, mais Si on se remet dans le contexte de l'époque, c'est bien. Hein. Et alors, le poids, on nous dit... pas du tout. Non, mais c'est peu. C'est une tonne, ouais. C'est peu et... Ah, quoi qu'il... Non, il y a un 4 tonne. motrices. Ouais, mais même, je pense qu'on est en Non, dessous. ouais. On est en dessous. Ok. Non, c'est super, hein, c'est vraiment... Bon, et là... Marcel, c'est quoi derrière toi Oula. Alors, il faut savoir que Martial a qu'une envie depuis le début, c'est de nous parler de cette Citroën Axel, une vraie Citroën, paraît-il. magnifique. Donc c'était fabriqué en Roumanie. C'est dommage, on voit pas l'avant. Ah si, non, c'est pas... La Roumanie, qui à l'époque était gouvernée par un grand démocrate, Nicolae Ceausescu, qui a bien fini, il a bien fini sa carrière, et donc ça date de cette époque-là. Donc c'était un appel d'offres roumain, et puis Citroën avait déjà quelque chose à proposer, et donc ils ont proposé ce projet, l'Axel ou l'Olchit en Roumanie, et après qui était réimporté en France en fait. Sous le nom de All Shit, du coup. All Shit en Roumanie, et puis... mais à l'époque, on parlait moins c'était anglais. plus chic que All Cheat, mais effectivement, bon. On fait un petit coucou à Citroën Axel. Ouais, bien sûr. Et ce qu'il faut savoir, c'est la dernière Citroën, la conception Citroën. Parce qu'avant le rachat de Peugeot, c'est la Oui, Ah oui, d'accord. exact, c'est vrai, oui. Citroën. Oui, parce que là on n'arrive pas trop à la situer au niveau stylistique non plus. Mais, Elle est On quelque dirait une part. Visa 3 portes. mais genre- Elle est Ouais, quelque c'est un part. peu ça, ouais. Mais il n'y a rien à voir avec C'est cette bien Visa. comme ça. Non, en plus, c'est ça le et paradoxe. maintenant que tu en parles, je comprends qu'il n'y a pas de Visa 3 portes. Non, mais le comble, Et c'est que ça j'ai- ressemble effectivement à une Ouais, Visa, ouais. mais qu'il n'y a pas de pièce commune. Donc, en termes de rationalité économique, si tu veux, c'est juste démentiel, Zéro quoi. absolu. Tu vois, c'est- Puis ils vendaient ça comme une voiture facile d'entretien et Ouais. très robuste. Ouais. Bon, quand on sait comment elles ont fini, beaucoup. Ou pas. Bah, c'est un peu le concept Dacia Logan avant l'heure, quoi. Ouais. Quelque part, c'est un peu ça quand même. Hein. Ok. Bon, Bon, du coup, je crois qu'on a un spécialiste petit de la plaisir. BX. Hein. Non, mais je dirais que j'aime bien les BX. J'adore. T'en as une Papa, maman, T'as j'aime les celle-là BX. en fait. Chacun son mauvais goût, certains diront. Non, arrête. Non, j'assume. Attends, t'as un T sur les jantes. Je veux dire, à un Ouais, moment, c'est les mêmes jantes que sur les CX Turbo. Turbo, ouais. Ouais, ouais. Tête de Turbo. J'avais vraiment jamais remarqué avant aujourd'hui. Donc là, c'est la BX phase 1 avec les petits clignotants orange et un kit carrosserie vraiment énorme qui donne un look terrible à la Tu voiture. remarqueras qu'on a le même logo que sur la Visa piste, qui est un peu, ouais. Et donc là aussi, c'est Oliez, on a le petit logo Oliez, c'était fabriqué Ouais. chez Oliez. Absolument. Et donc c'est un véhicule groupe B, donc pour l'homologation. Ouais, c'est bien ça, dit. on est bon. Donc 200 furent produits, mais il n'y en a même pas 200. Elles ont été produites, mais elles ont été détruites, rappelées par Citroën détruites, que c'était un flop. Comme D'accord. souvent chez Citroën, malheureusement, malgré que ce soit terriblement cool. Hein. Et je crois qu'il y en a 86 qui furent vraiment vendus, et le reste a été détruit Ouais. avant que ça puisse être vendu. Mais elles ont été produites. Oui, Je sais pas, ils auraient pu les conserver. Non, mais ça arrive souvent. C'est Parce que arrivé pour souvent. l'homologation, il faut 200 véhicules. Ouais, en exactement, groupe ouais. B. Pas que chez Citroën d'ailleurs, il Ouais, faut le. c'est- Ouais, c'est- dans Faut pas jeter la c'est- pierre à Citroën. Il n'y a pas que Citroën qui a fabriqué des véhicules à 200 exemplaires pour l'homologation et qui les a pas vendus. Ouais. Ils sont pas vendus. Ce qu'il faut juste dire sur la BX, parce que tout le monde ne le sait pas, c'est que la BX, mine de rien, a été un vrai gros succès commercial. Et moi, j'avais des copains de chez Citroën qui étaient là à cette époque-là, qui m'ont dit que Citroën a gagné beaucoup d'argent grâce à la BX. Faut Ouais. pas l'oublier. Donc c'est dans l'histoire commerciale de la marque. La BX, ça a été un très bon plan. Les gars, par contre, il y a une petite particularité, j'ai l'impression. J'ai jamais fait gaffe non plus. Vous connaissez les élargisseurs de porte? Ah oui, c'est vrai en plus. On connaît les élargisseurs d'ailes, mais là, il y a un élargisseur de porte, mais c'est costaud, hein. Et puis pour la publicité de la BX, on peut rappeler aussi Seguela. Bien sûr. Et Julien Clerc. Julien Clerc. pour le spot publicitaire. J'aime. Ouais, absolument. Regarde, Petit dessin c'est vraiment... Qui était vachement bien, bien sûr. Ah, ça, et ça, c'est de la fibre, hein. Bon les gars, je crois qu'on a converti Benjamin. Il va rêver cette nuit en s'endormant d'une BX. Ah, je rêve déjà Et il du va s'en CX acheter une. depuis quelques... Il va s'en Il acheter va une. rêver de moi. Ouais, ah oui, une 4TC, une 4TC, Une oui. 4TC, ouais. Oui. Mais c'est Mais- vrai que c'était Alors, génial. Dans hein. l'absolu, la BX 4TC, c'est la groupe B la plus abordable en ce moment. C'est clair. Absolument. C'est Dans les 60 50, 60 000. Ouais, 50-60 000. Ah ouais. Va regarder une 205 T16 et puis... Ah, c'est pas le même prix, ouais. Là, tu peux rajouter un zéro. Ouais. Ouais. Ouais, donc...
Et ça, bon, ça n'en a pas l'air, mais Ça avance, mais ça sévère. envoie vénère. 200 chevaux. Hein. Donc là, c'est le V6 Activa de la Xantia. Ouais, exactement. Qui avait la particularité d'être la première voiture à virer à plat. Absolument. Exactement. Comme Belle vitesse, hein, apparemment, Ouais. c'est que ça marche très bien. J'ai déjà essayé d'en suivre une, j'ai pas eu. Mais ça bombarde, hein. 200 chevaux dans ce truc-là, c'est du délire. Ouais. de toute manière, il y a deux sortes d'automobilistes. Il y a ceux qui veulent être vus et ceux qui veulent qu'on les voit plus. Voilà, et ceux qui veulent exactement le contraire, qui veulent une fusée atomique qui ne se remarque pas. C'est très discret. Hein. Ça, c'est le Alors cas. moi je fais de la pub pour ma voiture, mais je roule dans une 850R incroyable, un break Volvo familial une brique et qui est un avion de chasse. Donc si vous faites partie de la seconde catégorie, comme François et comme moi, vous pouvez acheter soit une Xantia, soit un break Volvo 850R. Mais ça, c'est vrai que ça n'en a pas l'air. C'est une auto géniale. Ah ouais. C'est une auto géniale. C'est collectionné hein, déjà. Absolument, bien sûr. Et c'est donc, mérité. Là, on va passer sur du coup les deux, sur le concept Activa 2. Ah oui, c'est marqué, tiens, à travers la vitre. Voilà. Des études de style Citroën avec justement l'Activa, le système Activa. Et puis toujours ces lignes. On me dit dans l'oreillette que c'est Martial qui nous a obligés à parler des prototypes. Ouais, il nous a forcé. Et Il nous a Il y forcé. a quand même eu des beaux prototypes chez Citroën. Hein. des belles Ford Probe. Moi, ils me font penser à des C'est Ford vrai, Probe. c'est vrai, absolument. Ah, un peu, hein. Non, mais il faut reconnaître que Citroën est une marque sur laquelle il y a une tradition réelle du proto depuis longtemps. Et alors, il y a des trucs qui nous font un peu rigoler aujourd'hui, mais moi, je trouve que dans les protos Citroën, il y a des protos qui datent déjà d'il y a longtemps et qui aujourd'hui C'est démodé, ça, hein. ne feraient pas ridicule du tout. Tu Et vois ça, c'est une 4 portes en plus. Ouais. Une 5, voire même une 5 portes, je sais même pas. Même quand on regarde la C6 Lineage, C'est génial. c'est un prototype, on est en 99 hein, sur la C6 Lineage. Ouais. Quand on voit la C6 qui est sortie courant, c'est 2006, 2007, peut-être un peu avant. Si tard que ça. Non, c'est avant ça. 2005. Écoutez, moi, je sais que par exemple, quand on voit la voiture qui est là-bas, la C-Sport Lounge, Ouais. si j'ai bonne mémoire, elle a été présentée au salon de Francfort. On devait être dans les années 2006. Je dois avoir une photo de moi en train d'interviewer Jean-Pierre Plouet devant cette voiture à Francfort. Donc je crois que c'est 2006. Ça, c'est celle qui Je veux viendra pas être des méchant, mais c'est une DS5 C'est une 10 DS5, ans ouais. avant, quoi. Ouais, c'est vrai. Ah, j'ai jamais. Oui. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, C'est une ouais, DS5. Ouais, complètement. Avec un petit Ou la côté- lignage, c'est très beau, moi je trouve ça super élégant. Elle est- Bon, évidemment, on sait que c'est une future C6. Elle est mais ça a presque. de la gueule, Elle est quoi. plus élégante que la C6. je Oui, trouve. oui, oui. Ouais. Bah, souvent sur les protos, ils pouvaient. Ouais, c'est pour ça Je que trouve que la voiture de série ressemble vachement à ça. Bien quoi. sûr. Oui, oui, bah, il y en a une juste à Ah, côté, c'est c'est vrai que ça C'est surtout ressemble. la ligne de l'avant de la voiture qui est quand même. Bah, avec ce chevron prolongé, le ouais. chevron prolongé, là, ça arrive avec la C6. Hein. Et puis toutes les ça aurait déclinaisons, C3, C4, là je vois le cactus qui est là-bas, là, les déclinaisons un peu ludiques du cactus, ça aurait pu être une Méhari d'aujourd'hui, ça. Ouais, complètement, ouais. Plus que celle qui a été rebaptisée. Mais... Non, non, non. Non, non, Attends, je attends, dis pardon, une bêtise, pardon. d'accord, ah d'accord. Bon, et du coup, là, on va pouvoir passer à l'une des grandes stars. Ah, Bon, du coup, Denis, incroyable cette auto. Ouais, belle voiture, hein. C'est une des 2 SM présidentielles qui ont été fabriquées du temps du président Pompidou, qui sont rentrées en action en 1972. Et là, nous sommes dans la 3PR. Peut-être la plus célèbre, c'est la 2PR qui transportait tous les invités de la République. Et là, c'était souvent les conjoints des invités. Donc là, on a la 1PR qui est ici, Ouais. la 3PR qui est là, et la 2PR qui, Qui est au Palais elle... de l'Élysée. Alors, raconte ton histoire, toi, avec la SM. bah moi c'est une histoire très récente puisque j'ai roulé dans celle-ci. J'étais donc assis à l'arrière, à la place de la reine d'Angleterre, puisque c'est voilà. Du coup, il ne manquait plus que le Claire chapeau. Et voilà, il me manquait plus que le Tu le fais chapeau. bien le. Maintenant, je fais très bien la Queen. Et mon passager, c'était Michel Drucker. Ouais. Parce que Michel Drucker, évidemment, a connu tous les présidents de la Ve République qui sont montés dans cette voiture. Oui, la plupart des chefs d'État aussi, parce qu'elle a servi pour la visite du pape, Jean-Paul II, elle a servi pour la reine d'Angleterre 2 fois. D'ailleurs, je crois que la 3PR, celle-ci, a été envoyée à Orange
la seule année où François Mitterrand a décidé que le défilé du 14 juillet ne serait pas aux Champs-Élysées, mais sur la base militaire d'Orange. Et donc elle a été envoyée quand même là-bas. Donc c'est une voiture qui, évidemment, enfin, que ce soit la 2 ou la 3 PR, c'est deux voitures qui, à l'époque, ont coûté un prix stratosphérique. Mais c'est la France, c'est l'image de la République, monsieur. Donc, voilà. Henri Chaperon qui dessine ça. Ces deux versions-là sont des vraies versions qui ont vraiment été utilisées par la présidence, mais elles ne sont pas blindées, celles-ci. Hein. Non, il en existe une troisième qui a été faite par un collectionneur fou au sens noble du terme, bien sûr. Dans ma bouche, ça veut dire très passionné. Donc, qui est une fausse, mais bon, voilà, les deux initiales sont originales, sont effectivement l'une ici et l'autre à la présidence de la République. Et d'ailleurs, l'autre a été prêté il n'y a pas très longtemps au musée Chirac à Saran pour une exposition en hommage à Chirac. Et Chirac d'ailleurs est décédé pendant, enfin c'est le hasard, hein, mais Chirac est décédé pendant l'exposition qui lui était consacrée au musée. Est-ce qu'on peut parler de qualité routière de celle-là? Est-ce que ça roule? Est-ce que ça avance? Ou c'est vraiment une voiture plus d'apparat? C'est une voiture d'apparat, mais elle est capable de rouler. Après, elle roulera toujours à des vitesses réduites. Ouais. Et moi, j'avais parlé avec le chef de parc de l'Élysée qui disait que du temps de Jacques Chirac, du président Mitterrand et aussi après du président Hollande, ils avaient encore le temps de temps en temps les sortir, d'aller faire un tour sur les quais, soit pour les faire rouler, puis dès que le président Sarkozy est arrivé, ils étaient au taquet. Donc du coup, ils ont laissé un peu de côté. D'accord. Mais je trouve bien qu'elle soit toujours à la présidence. C'est les deux derniers véhicules présidentiels d'apparat qui y sont encore. Ouais. Sachant que ces véhicules-là ont servi. Alors, elle est arrivée en cours de présidence du président Pompidou, mais ces voitures-là servaient notamment pour les investitures. Donc, elle a servi en 1974 pour l'investiture de Giscard d'Estaing, en 81 pour Mitterrand, en 95 pour Chirac, etc. Donc, c'est des voitures qui sont d'une image puissante dans la 5e République. Ouais. Voilà, il ne faut pas l'oublier. Non, mais très belle auto. Et le bruit, j'adore quand même le bruit du V6. Oui, c'est pas bon. Voilà, maintenant c'est des moteurs diesel maintenant sur les nouvelles voitures présidentielles. Sur la DS5, c'est un hybride diesel, et sur la DS7, c'est un diesel. D'accord. Voilà. Donc, sachant que Nicolas Sarkozy, quand il a été investi, lui a voulu se démarquer et a demandé à ce qu'on lui passe la 607 Paladine, qui était un exemplaire unique, qui est au musée Peugeot à Sochaux, qui ne fonctionnait pas au moment de l'investiture de Sarkozy. Et donc, les gars de chez Peugeot ont eu quelques jours pour la remettre en route. Et je connais un de ceux qui s'en est occupé. Je pense qu'ils n'ont pas beaucoup dormi. Voilà. Ouais. Pas comme nous ce soir, du coup. Non, oui. Ok, bah merci Denis. Bah là, on peut passer à cette section-là. On change d'ambiance. Hein, là, on va passer dans le rustique. Louis la Brocante, nous voilà. Bon, donc là, on a changé d'ambiance. Et on arrive devant le tube. Non, le tuc. Ouais, enfin, tuc. Parce que c'est celui-là. Ça s'écrit le tube. Hein? Tube, c'est T-U-B, c'est pas T-U-B-E. Et c'est surtout pas ça. Voilà. Il y a une confusion depuis 70 ans. Dans le langage populaire, on utilise le mot tube, T-U-B-E, ce qui en plus est faux parce que c'est T-U-B, pour désigner ce véhicule-là qui en fait est ce qu'on appelle le type H. Ce qu'on appelle le tube, qui s'appelait réellement le tube TUB, traction utilitaire basse. C'est ce véhicule-là qui a été conçu avant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait deux constructeurs en France qui avaient eu l'idée d'un fourgon utilitaire compact à cabine avancée. C'est Chenard et Walker. Le véhicule sera ensuite transformé en Peugeot, puisque Peugeot va racheter Chenard et Walker. Il y a eu le CPV avec le moteur 202. Voilà, et ensuite, c'est le Peugeot D3 Nez de Cochon. C'est parce que j'en ai parlé mercredi matin sur News Anciennes. C'est tout frais dans ma tête. Donc, voilà. Bravo, parce que tout le monde ne sait pas ça. Et ça, effectivement, en fait, c'est celui-là qu'on appelait réellement, enfin, qui s'appelle réellement le tube. Ouais. Et l'autre s'appelle le H. Et entre les deux, ce qui est super sur notre je t'en prie, c'est que du coup, on est en plancher bas. Ouais. Donc pour les commerçants, c'est un vrai utilitaire qui est pratique. Et puis la porte coulissante sur le côté. Ouais. Plancher bas qui est permis du coup parce que c'est une traction. Absolument. Et parce que c'est une traction, il n'y a pas d'arbre de transmission. Et oui. Voilà, donc on peut faire. C'était un vrai utilitaire et très très pratique pour les commerçants. Et c'est surtout que celui-là et le Chenard et Walker donc sortent en 38-39. Et depuis. Mais c'est celui-là le premier d'ailleurs, hein. Historiquement c'est le premier. Et depuis ils sont tous comme ça les utilitaires. Ce véhicule-là,
est vraiment l'ancêtre des véhicules qui fonctionnent encore aujourd'hui. Je veux dire, les utilitaires, les fourgons utilitaires d'aujourd'hui sont les arrière-petits-enfants de ce véhicule-là. C'est quand même amusant parce que Citroën, on va pas se cacher, pour un certain nombre de voitures, a créé des fours pas possibles. Oui. Mais sur un nombre hallucinant d'éléments, ils ont eu raison avant tout le monde. Précurseurs. Ils ont eu peu d'autos entre deux. Ils ont eu soit des trucs très réussis, soit flop. Ouais, mais c'est incroyable, tu vois, parce que incroyable. tu te dis qu'en 1930 et des brouettes, Citroën se dit putain, on va faire un utilitaire, et le truc c'est encore en action aujourd'hui. C'est quand même, mais même au-delà du carton, en soi l'utilitaire, te dire que bientôt, 100 ans après, les mecs ils construiront toujours les utilitaires de la même façon parce que c'était une putain d'idée. La structure de base, le cahier des charges n'a pas changé. Ouais, c'est dingue. Tout a été amélioré, bien sûr, mais le cahier des charges initial, tout est là. Tout est là. Et entre les deux, ils ont fabriqué le G. Ouais, c'est quoi ça? C'est un proto, c'est un mini H. Le G, c'est ce qu'ils voulaient en fait, c'était après-guerre. C'est avec des pièces de 2 chevaux en fait, et c'est ce qui va donner. On va pas concrétiser, on fera le HY, des choses comme ça, et il y aura la 2 chevaux camionnette, fourgonnette, les AU au départ. Mais donc ça, c'est fait avec des pièces de 2 chevaux. Ils font un mini HY, mini G. Ça devait qui verra pas le jour. Non. Ça devait aller très vite. Et c'est dommage parce que ça aurait été sympa finalement. Ouais, mais c'était mignon comme tu voulais la conduire avec 500 kg de charge c'est toujours le problème du petit moteur. Mais bon, chez Citroën, ils avaient compris que le poids était l'ennemi de. C'est ce qu'on dit. Ouais. Alors ce qui est drôle, c'est que donc le H, le fameux. Ça, c'est un type H. Véhicule que tout le monde appelle malencontreusement le tube, c'est un véhicule qui a été produit jusqu'en 81. Jusqu'à celui-là. C'est fou. Ça, c'est le dernier. C'est celui-là. Celui-là, c'est le dernier exemplaire sorti des chaînes d'Aulnay, ici. Ouais. Et ce qui est incroyable, c'est que quand tu repenses en 81 à ce qu'il y avait sur le marché, il y avait déjà le trafic chez Renault, par exemple. Là, on est quand même sur un véhicule qui avait un look déjà de collection. Sacrément rétro, je veux dire. Mais le paradoxe, acheter ça en 80, il fallait être courageux parce que le moteur dedans, c'est un moteur de traction boîte 3 vitesses. Tu vois, c'est la préhistoire pour 81. C'est du délire. Et aujourd'hui, c'est un véhicule qui a un succès de dingue, notamment pour les food trucks, etc. Et puis c'est un véhicule qui a un nez. Il a une gueule, il a une gueule géniale. C'est vrai qu'en plus, tu dis que c'est un moteur de traction. C'est vrai qu'à l'époque, on sortait encore des utilitaires en moteur essence. Oui, à l'époque, bien sûr. Parce que maintenant, on va trouver un trafic moteur essence. Bien sûr. Alors, il y a eu quelques H en moteur. Un des Nord. En diesel. Il y a eu même des Perkins, si je ne dis pas de bêtises avant. Oui. Mais si tu veux, c'est incroyable parce que effectivement, quand tu dis qu'on est au début des années 80, ça, c'est déjà un look préhistorique. Mais j'avais pas remarqué qu'ils ont triché. Ils ont triché. Parce que oui, c'est le pare-brise en une partie. C'est le pare-brise en 2 parties, et après c'est en un seul bloc. Là, ils ont fait un petit effet de style un peu rétro. Mais je crois qu'elle avait tourné dans la fameuse pub où on voyait les différentes Citroën à travers les âges et l'autostoppeur. C'est celui-là qui était sorti. D'accord. Et du coup, c'est pas impossible qu'il l'ait vieilli exprès. Et à mon avis, quand tu passes ça à la télé, ça se voit pas. Superfuge comme ça. Ouais. Mais non, celle-là, elle est. Louis la Brocante, c'est ça. Ouais. Faut pas oublier que les feuilletons et les films laisse aussi une trace dans l'imaginaire populaire. C'est sûr. Et Et c'est pour ça que maintenant tout le monde dit oui, mais dans Louis la Brocante ils disent le tube. Bah oui, mais. C'est pas grave. Il y a Louis la Brocante pour le faux tube. Il y a la 2 chevaux pour le Cornio avec De Funès et Bourvil. Il y a la DS d'Enfant Thomas. Voilà. Chaque voiture a sa référence. Son histoire et On paie jamais à la télé. Tu vois comme quoi ça peut arriver. Il y a que ceux qui ne disent rien qui ne peuvent pas se tromper. Là c'est sûr. Et ceux qui n'essayent pas.